Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de vous recevoir, Monsieur Yann Arthus Bertrand. Vous êtes photographe, reporter et pour la cause de l'environnement, pour notre planète. Malgré tous vos engagements, vous prenez un temps avec nous pour nous parler de votre dernier documentaire Legacy, Vous qui l'avez vient vu? d'être… Vous l'avez regardé ou pas? Vous l'avez vous moi, l'avez- les adultes, oui, avec le lien que vous avez partagé, en fait. D'accord. Bon, Mais bon. on n'a pas encore diffusé, puisque ce n'est pas encore diffusé, je crois, enfin en Turquie. Ouais. Non, non, mais je veux dire, tous les gens qui sont en ligne ont vu le film, c'est ce que je veux dire. Oui, oui. D'accord, génial. Donc, il vient d'être diffusé cette année sur les écrans, donc en France, si je ne me trompe pas. Donc, dans ce film documentaire, vous prenez la hauteur pour nous faire découvrir notre belle planète bleue. Dans ce parcours marqué par la grâce de la beauté, vous retracez toute l'histoire de la Terre jusqu'à l'Anthropocène. Vous prenez de la hauteur pour nous faire comprendre surtout notre fragilité, et votre voix prophétique et surtout profondément humaine nous rappelle que nous nous trompons en pensant que rien ne nous est interdit. En effet, les scientifiques qui sont engagés dans la réflexion sur le climat nous avertissent que la Terre pourrait connaître une 6e extinction de la vie. Vous nous dites qu'il faut avoir le courage de dire la vérité. Sommes-nous tous ici présents, prisonniers de la caverne de Platon, quand nous croyons que nous pouvons continuer de la même manière, en extrayant toujours plus, en produisant toujours plus, en consommant toujours plus, en ne changeant rien à notre confort et en produisant tous ces déchets qui nous envahissent? Aujourd'hui, quels choix radicaux faut-il faire au-delà de tous ces égoïsmes? Vous parlez beaucoup des égoïsmes des nations, mais peut-être aussi des égoïsmes de chacun, et contre cette addiction que nous avons à la croissance. Donc, vous nous interpellez sur quel avenir nous pouvons construire. Je vous remercie par avance, Monsieur Yann Arthus Bertrand, au nom du lycée Saint-Joseph d'Istanbul, pour votre partage, le partage que vous allez avoir avec les jeunes de notre lycée. Et je laisse à présent la parole à Laurent Chapdelaine, grâce à qui cette rencontre a pu avoir lieu, Madame Yeliz Erarslan, Monsieur Paul Laforge, Madame Sama Saïné, et bien sûr nos 2 élèves animateurs, Mademoiselle Duru Barbak et Mademoiselle Alara Djivelek, qui sont elles aussi très engagées. Merci beaucoup. Bon, allez, on y va. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est que la caverne de Platon, d'ailleurs, entre nous? Vous pouvez m'expliquer la caverne de Platon, s'il vous plaît? Alors moi, je suis le directeur, donc je ne dis rien. Parce que c'est pas, j'ai entendu parler de la caverne de Platon tout à l'heure, non? Alors, c'est à moi que vous posez la question, Oui, oui, Monsieur oui, Bertrand. oui, 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 oui. Est-ce qu'on vit dans une sorte d'illusion, en fait, Je ne dans ce connaissais pas cette modèle caverne. économique? Je connaissais pas cette caverne, c'est pour ça. Voilà. Donc, Bon, allez, on y va. alors, je laisse la parole à Lara et Duru. D'accord. Merci. Cher Monsieur Arthus Bertrand, nous nous appelons Duru et Alara. Au nom de notre comité, de notre club environnement, de l'ensemble des élèves, nous voulons tout d'abord vous remercier de votre présence aujourd'hui. Pouvoir parler avec le photographe des posters qui sont dans notre couloir de biologie et dans notre amphi, recevoir le réalisateur de Home, Human, est pour nous un immense honneur. Nous vous remercions aussi pour nous avoir permis de voir votre film Legacy avant sa sortie en Turquie. Et nous avons été très émus par votre parcours et votre témoignage, d'autant plus important pour nous que nous sommes engagés pour la cause environnementale avec notre blog Bibuçuk qui veut dire 1,5 degré en turc, qui communique sur les enjeux de la crise climatique. Nous avions tellement de questions à vous poser. Allez-y. Il a été difficile pour nous de faire une sélection, en fait. Notre comité a préparé plusieurs questions autour de 2 thèmes. Le militantisme écologique et l'évolution de la politique sur le climat, votre besoin de témoigner et votre technique. Alors, les questions. Pour commencer, nous aimerions savoir
comment a commencé votre intérêt pour l'environnement? Quand vous êtes parti en Afrique, aviez-vous déjà une conscience écologique ou bien est-ce que cette conscience s'est construite au fur et à mesure de vos expériences? Wow, je crois que vous avez vu le film Legacy, donc je pense qu'on explique très bien tout ça. Je m'intéresse à l'environnement depuis que j'ai 20 ans. Et depuis que j'ai 20 ans, j'ai travaillé dans une réserve et donc j'étais dans la forêt. Donc la nature m'a toujours intéressé. La grosse différence, c'est que quand j'avais 20 ans, ma conscience écologique n'avait rien à voir que celle d'aujourd'hui. Quand j'avais 20 ans, je n'avais aucune peur de l'avenir. L'avenir n'était pas du tout inquiétant comme il l'est maintenant, cet avenir incertain qu'on nous promet. Et voilà, et aujourd'hui, d'avoir 20 ans, ou même d'avoir 75 ans, c'est de se poser des questions sur notre façon de vivre et surtout sur ce qui se passe. Et regarder le monde avec les yeux ouverts, c'est ne pas vivre dans le déni, c'est-à-dire il faut croire à ce que l'on sait. Aujourd'hui, le rapport du GIEC, tout ce que disent les scientifiques nous montre bien que le monde est en train de changer et que, voilà, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'habiter la Terre différemment? Et le problème, c'est que nous sommes tous aujourd'hui dans la tyrannie de la croissance, cette espèce de religion de la croissance. La croissance a besoin des énergies fossiles. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer vivre avec moins d'énergie fossile? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Et ma conscience écologique, elle est venue aussi par mon travail. Vous savez, ça fait 50 ans que je filme la nature, je filme les animaux, que j'interroge les gens. On ne peut pas rester le même. Voilà, donc c'est un travail qui m'a fait grandir. J'ai vieilli, mais j'ai surtout grandi avec les informations. Moi, j'étais à la COP 26 à Glasgow. Vous voyez, tous les rapports aujourd'hui sont extrêmement alertants. Quand vous avez le secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, ce n'est pas le patron de Greenpeace, c'est vraiment un homme politique important, responsable, qui nous dit qu'on va vers une catastrophe climatique imminente. Il faut le croire. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on sait tout ça, mais qu'on continue exactement comme avant. Et je pense que ma génération et la génération en dessous de moi n'a pas pris conscience qu'on peut faire quelque chose. Et je pense que vous, les jeunes de 20 ans, c'est vraiment à vous, je pense, vous allez forcer les choses, vous êtes le monde de demain, et je pense que vous verrez le monde d'une façon différente. Et puis il y a aussi une chose qui est importante, la conscience écologique. Vous savez, moi, je ne pensais pas que dans ma vie d'homme, je verrais le changement climatique se dérouler sous mes yeux. C'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment, vous avez vu au Canada un village entier qui a pris la chaleur de 50 degrés et qui a brûlé tout seul. Vous avez vu les inondations en Belgique, vous avez vu les incendies qu'il y a tous les ans autour de nous. Quand véritablement aujourd'hui, il faut savoir que véritablement, on est dans un monde qui est en train de changer. Et ce qui est absolument très impressionnant, ce n'est pas quelque chose que j'aime à vous dire, et ça ne me fait pas plaisir de vous le dire parce que vous n'êtes pas du tout responsable de ça, en aucune façon. Mais aujourd'hui, les scientifiques nous disent, et ça c'est très important de le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans, notre civilisation s'est construite sur un climat tempéré et que ce climat est parti à jamais. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera jamais le climat qu'on a eu. Et petit à petit, le climat va se dégrader de plus en plus. Donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre autrement. Et on va s'adapter, on ne va pas mourir de tout ça, mais on va s'adapter. Et cette adaptation sera que dans une espèce d'empathie vers la vie qui est autour de nous. Il faut qu'on apprenne aujourd'hui à plus partager et à comprendre que le monde va changer, qu'on aura besoin d'entraide. C'est vraiment mon message, il est là aujourd'hui, c'est le message qu'on a. Vous savez, c'est les derniers mots de Legacy, c'est que c'est l'amour de la vie. Et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience de ça. Il ne faut pas en avoir peur, il faut se battre. Mais plus ça va mal, plus il faut s'engager. Et ce qui nous permet d'accepter tout ça, c'est un engagement et de le comprendre. Voilà. Alors, c'est un peu long ma réponse, je ne vous ai pas vraiment répondu, mais je pense que l'engagement écologique qui vient… D'ailleurs, tout le monde a un engagement écologique. Ne pas s'engager aujourd'hui, c'est d'être responsable, c'est de ne pas lire les rapports, de ne pas comprendre que chacun a un rôle à jouer. Et que c'est pas, il ne faut pas penser qu'il y a les lobbies, qu'il y a les gouvernements, non, c'est toi, qu'est-ce que tu fais toi, le reste, ce n'est pas forcément beaucoup d'importance. Il faut accepter que le monde n'est pas comme on veut, mais il faut accepter aussi qu'on a tous le devoir de donner du sens à sa vie,
donner du sens à la vie, c'est important. Est-ce que mon métier est utile? Et est-ce que ce que je fais est important? Est-ce que j'aime le métier que je fais? Voilà, c'est vraiment des choses qui sont des questions fondamentales et qu'on ne se pose pas assez souvent. En tout cas, moi, j'adore le métier que je fais. Je suis pessimiste et en même temps, je suis un pessimiste dans l'action. Je veux dire que c'est la seule façon, disons que je suis un optimiste inquiet, si vous voulez. Voilà. Tant qu'on est en vie, de toute façon, l'optimiste est là. Mais il y a vraiment une urgence, je dis bien une urgence de chacun de s'engager. J'ai fini. À vous. Merci. Pourquoi avez-vous choisi d'être un photographe animalier, de réaliser des documentaires? Et selon vous, comment ces documentaires ont-ils affecté les spectateurs? Je n'ai pas très bien compris, mais je pense pourquoi j'ai choisi des photographes animaliers, c'est ça? Mhm. Vous savez, le chose formidable quand vous êtes journaliste, c'est que vous pouvez choisir le sujet qui vous intéresse d'être journaliste. C'est comme moi, caméraman, c'est aller dans de choses que vous aimez. Si vous êtes photographe, vous aimez le sport, vous serez photographe de sport. Si vous aimez la mode, vous pouvez devenir photographe de mode. Si vous aimez, voyez, si vous aimez l'action, vous serez photographe de reportage, photographe de guerre. Moi, je suis un fou d'animaux et de nature, et donc j'ai choisi un métier dans lequel je me sentais bien là-dedans. Voilà. Donc, c'est vraiment venu par ma passion sur les animaux pour être un photographe animalier. Et au départ, je voulais être scientifique, je voulais préparer. Vous savez, en France, ce qui est formidable, c'est que j'ai pas passé, mais on voulait faire un doctorat sur le comportement des lions. Et en fin de compte, en France, même si vous avez 0 diplôme comme moi, j'étais très, très mauvais à l'école, vous pouvez très bien passer une thèse si vous trouvez un directeur de thèse qui l'accepte. Et donc, on est parti avec ma femme faire une étude sur les lions. Et moi qui voulais devenir scientifique, en fin de compte, je suis devenu photographe parce que j'ai eu l'impression que je pouvais faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus ouvert pour mon travail que d'être scientifique. Voilà. Et en fin de compte, aujourd'hui, je suis un photographe de la beauté du monde. Je suis parti faire ce travail sur la terre vue du ciel, pouvant parler beaucoup de beauté du monde. Mais en fin de compte, je m'aperçois que la beauté du monde, c'est les hommes qui l'ont en eux. C'est par l'action et par ce qu'ils vont faire. Et cette beauté du monde, en fin de compte, j'ai plutôt envie de dire, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que en ce moment, je parle beaucoup de tout ça parce que je pense que la beauté, elle est là. Mais il y a des musées, mais est-ce que ça change le monde? Pas du tout. C'est pas la beauté qui changera le monde. C'est vraiment la façon dont on exprime cette beauté et qu'on la voit. Et je pense que de plus en plus, il faut se dire, est-ce qu'on aime assez la vie pour la défendre? Voilà, c'est la vraie question qu'on peut se poser. Les questions suivantes. Avez-vous travaillé avec des organisations à but non lucratif ou des organisations internationales lors de la préparation du documentaire? Est-ce que l'argent, le système économique sont indispensables même dans la lutte écologique? Mais bien sûr, moi j'ai une fondation et je travaille avec des mécènes qui me financent ma fondation pour faire mes films. Je travaille avec la télévision. Je ne travaille pas beaucoup avec… mes travaux ne sont pas financés par des projets par l'État, ils sont toujours financés par des mécènes. Je suis ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies, mais bon, voilà, on travaille beaucoup avec des rapports, avec des scientifiques, mais on ne travaille pas avec des… Enfin, je travaille moi avec ma fondation, mais pour mon travail, en fin de compte, on ne travaille pas du tout avec les ONG. On est vraiment dans notre histoire à nous, avec mon équipe. Ouais. Pensez-vous que la crise climatique est à l'origine de la 6e extinction et entraînera la disparition de l'espèce humaine? Ça c'est vous qui savez. Hein. C'est vous qui savez. Vous avez qu'à analyser ce que ça veut dire, la 6e extinction. Vous avez la réponse. Et la réponse n'est pas agréable à entendre. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je n'ai pas envie de vous la donner. D'accord. Vous aviez dit que vous avez participé au COP, et donc je voudrais vous demander que pensez-vous de COP, comment les rendre plus efficaces? De toute façon, vous savez, il faut comprendre que les Nations Unies, c'est toute une réunion d'États indépendants où chacun peut faire ce qu'il veut. C'est une réunion internationale. Mais en fin de compte, tous ces accords qui sont signés, il n'y a personne n'a le droit, ne peut ne pas les respecter sans aucune sanction. Et ce qu'il faudrait, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une véritable
gouvernance mondiale. Et personne ne veut une gouvernance mondiale, parce que chaque pays veut. En Turquie, vous êtes vraiment un exemple vraiment précis d'un gouvernement très fort et qui est très indépendant, qui ne veut surtout pas dépendre des autres. Et donc, il y a vraiment il y a une espèce d'égoïsme des nations où chacun est dans son coin et protège son pays. Vous savez, les hommes politiques, ils sont dirigés par leurs électeurs. Et tant que les électeurs ne voudront pas que ça change, ben voilà, ça ne change pas. À Paris, alors je ne sais pas comment c'est en Turquie, mais à Paris, quand il y a une marche pour le climat, je ne sais pas s'il y a des marches pour le climat en Turquie, mais quand il y a une marche pour le climat à Paris, il y a 40 000 personnes. Quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Donc voilà, je pense que quand on sera 2 millions dans la rue à marcher pour le climat, tout changera. Les hommes politiques qui sont comme nous, ils ne sont pas mieux ni plus intelligents ni plus brillants que nous, ne comprendront bien évidemment qu'il faut suivre l'envie de ses électeurs. Et voilà, et je pense que les COP, vous savez, ça m'a beaucoup frappé de voir le président de la COP de Glasgow, que quand il a annoncé l'échec de la COP, il avait les larmes aux yeux, quoi. Vraiment, c'était impressionnant de voir un président d'une COP qui, les larmes aux yeux, annonçait qu'ils n'avaient pas pu faire ce qu'ils voulaient. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience énorme, mais que vous savez, on a du mal à diriger sa famille, on a du mal à diriger un petit village, diriger le monde, vous imaginez la difficulté, avec 9 milliards d'intelligence et de pensées différentes. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui se referme en se disant ce qui est important, c'est ce que je peux faire moi, quoi, en fin de compte. Et je pense que l'exemple que tu peux donner à ta famille autour de toi est plus important que tout. On est d'accord. Maintenant, le deuxième thème est au sujet du titre de votre film, Legacy, notre héritage. Comment s'est organisé votre travail à partir de toutes vos archives? Alors, d'abord, je voulais faire un film qui c'est la suite du film Home. Je voulais faire un film où, quand j'ai fait mon film Home, il y a 10 ans, je pensais qu'on allait pouvoir changer, hein. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut pas changer. Quand j'ai fait mon film Home, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Et le pétrole, c'est les énergies fossiles, et c'est ce qui est responsable du changement climatique. Et en fin de compte, aujourd'hui, on en consomme 100 millions. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a augmenté de 12% notre consommation. Et voilà, donc, toutes les énergies renouvelables que nous avons construites, aujourd'hui, se sont additionnées et non pas soustraits. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est complètement incohérent. Notre vie est incohérente, mais on a mis en place une énorme machine. Vous savez, il faut comprendre que le pétrole, c'est un accélérateur de progrès absolument incroyable. Il faut penser qu'en France, un agriculteur aujourd'hui, écoutez bien ça, il produit 500 fois plus qu'en 1850. Tout seul, il peut produire dans 350 hectares avec son tracteur. Avant, il y avait une personne sur 2 qui travaillait dans les champs. Aujourd'hui, un gars tout seul, il produit 500 fois plus. Donc, comment revenir en arrière là-dessus? Comment accepter qu'il faut qu'on produise moins? Parce bien sûr, on produit beaucoup pour nourrir les animaux, parce qu'on mange de plus en plus de viande. Et donc, voilà. D'ailleurs, je voudrais dire que la chose la plus facile à faire pour l'environnement, c'est d'arrêter de consommer de la viande industrielle. Toute cette viande industrielle qui est faite dans une énorme usine, importée avec du soja, il faut arrêter d'en consommer. Et d'être végétarien est peut-être le geste le plus fort et le plus facile à faire pour faire quelque chose pour l'environnement. Voilà. Et devenir végétarien, ce n'est pas très facile. Moi, il m'a fallu 10 ans pour le faire. Donc, vous voyez, ce n'est pas un truc facile à faire, et pourtant, je savais. Donc, voilà, c'est une réflexion. Alors maintenant, c'était quoi votre... Ah oui, c'était pour comment on avait fait Legacy. Legacy, on a travaillé beaucoup d'archives et on a commandé des images à des dronistes, c'est-à-dire on demandait par email d'envoyer des dronistes et qui nous envoyaient les images. On a essayé de faire le film d'une façon le plus économique possible, avec le moins d'impact possible. Voilà. Et ce n'est pas du tout un film facile à faire parce qu'on ne savait pas très bien comment il fallait commencer, comment il fallait finir. C'est toujours très difficile de faire un film sur l'environnement aujourd'hui parce qu'on finit toujours par les catastrophes. Donc, il faut essayer d'amener autre chose. Et c'est la grosse difficulté des films sur l'environnement, c'est de finir avec de l'espoir et en disant aux gens, il faut y aller, quoi. Il faut faire quelque chose. À vous. Alors, dans votre film, vous vous adressez à vos petits-enfants et à la jeunesse. Que pensez-vous de notre génération qui jongle entre le gain d'argent immédiat et la notoriété des réseaux sociaux, des influenceurs et la lutte pour un monde meilleur en harmonie avec la nature? Est-ce compatible? Question.
vous savez, autour de moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont très engagés. Et vous savez, les jeunes, ils ont tendance à être beaucoup plus utopistes, de croire à des choses, peut-être qu'avec la vieillesse, on se pose des... Et aujourd'hui, moi, je connais beaucoup, par exemple, autour de moi, je connais énormément de gens qui sont végétariens et surtout, ce sont des jeunes. Et ça, c'est assez impressionnant, beaucoup plus que des adultes. Qui ont compris qu'aujourd'hui, la souffrance animale, je veux dire que quand je vois, par exemple, ce qu'a fait la petite Greta Thunberg, qui a réussi à mobiliser des millions de personnes, on s'aperçoit que véritablement, ce qu'elle a réussi à faire, personne n'avait réussi à le faire avant. Donc, je pense que la seule, pour moi d'ailleurs, la seule opportunité pour changer ce chemin dans lequel on est tracé, c'est la jeunesse. Je pense que cette jeunesse est de plus en plus radicale, elle est beaucoup plus en colère et elle nous obligera à changer. Vous savez, on parle de votre avenir, hein, donc je comprends, j'assume complètement, je comprends très bien que vous avez envie de vous battre et de changer les choses. Et je pense que vous ne le faites pas encore assez fort. J'aimerais que vous soyez encore beaucoup plus acteur là-dedans. Ouais. Ok. Question plus personnelle. Avez-vous un regret dans votre héritage écologique que vous léguez à vos petits-enfants? Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous iriez à nouveau en Afrique pour faire des reportages animaliers et emmener des touristes en Mongolie? Je n'ai pas compris votre question. Si j'avais 20 ans aujourd'hui… Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous iriez à nouveau en Afrique pour faire des reportages animaliers, emmener des touristes en montgolfière? D'abord, j'irai certainement en Afrique travailler, mais je n'irai pas, je ne ferai pas des voyages de 15 jours. Vous savez, quand j'étais en Afrique, on est parti 3 ans. Donc, vous savez, on était vraiment… je pense on peut continuer à prendre l'avion. Hein, il ne faut pas tout arrêter, mais il faut arrêter de prendre un avion pour faire un week-end de 2 jours. Voilà, je pense que j'irai quand même, ça m'intéresse. Je pense, voilà. Aujourd'hui, je ne prends plus l'avion du tout, mais je serais peut-être plus radical. Alors, peut-être que j'irai en bateau au Kenya. Hein, ça serait aussi une façon à le faire. D'ailleurs, c'est ce que fait Greta Thunberg quand elle était à New York, au Brésil, elle a été en bateau. Donc, je pense que quelque part, il faut être très radical. En tout cas, savoir que tout ce qu'on peut faire maintenant, il ne faut pas enlever le plaisir. Hein, c'est compliqué, mais je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas répondre à votre question. Donc, la dernière question, est-ce que vous avez de l'éco-anxiété? Parce qu'on a de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété. Je n'ai pas compris. C'est l'anxiété écologique. Oui. L'anxiété écologique. Moi, j'ai de l'anxiété écologique depuis une vingtaine d'années, donc ce n'est pas nouveau pour moi. Hein. Vous savez, quand j'ai fait ce travail sur la Terre du ciel et que j'ai rencontré énormément de scientifiques, d'ONG, de pauvreté, l'anxiété écologique, c'est devenu mon combat. Quoi. Je ne sais pas si c'est le mot l'anxiété d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, si on décidait vraiment… alors pour parler, par exemple, sur la biodiversité qu'on est en train de… Vous savez, le WWF estime qu'on a perdu, écoutez bien ce chiffre, le WWF estime qu'on a perdu 60% de vivants en 40 ans. C'est incroyable de penser qu'on a perdu 40% de vivants. C'est pour ça que en même temps, c'est très important de manger bio. Est-ce qu'à l'école, est-ce qu'il y a beaucoup de bio, de nourriture bio en Turquie? Je vois beaucoup de têtes qui bougent. Non. C'est trop cher. Oui, c'est trop cher. C'est pas assez accessible. Mais c'est trop cher, il faut arrêter de dire que c'est trop cher. Il y a des gens qui ont les moyens de le faire, d'autres n'ont pas le moyen. Je pense que, vous savez, les pesticides sont en train de détruire la vie sur Terre. Donc, il faut vraiment s'obliger, essayer de… Peut-être qu'il faut développer avec l'école, je ne sais pas, regarder. Il y a sûrement des gens qui font du bio en Turquie et essayer de les aider, peut-être de savoir qu'il faut payer peut-être un peu plus cher la nourriture, mais au moins qu'elle soit bio. Je pense que ce n'est pas gigantesque de payer un peu plus cher en sachant que c'est bon pour la planète. Hein. C'est tout ce qu'on peut se poser et ce n'est pas impossible à faire, mais c'est une recherche de la direction de l'école qui m'écoute là en ce moment. Essayer d'avoir une cantine qui soit bio au maximum, c'est important et c'est aussi un geste fort par rapport aux enfants. D'expliquer. Aujourd'hui, en France, on a perdu, en Turquie, je ne sais pas, mais en France, on a perdu environ 80% des insectes volants. C'est absolument incroyable. Et donc, ces insectes volants, il y a moins d'oiseaux. Voilà. De toute façon, je ne vais pas vous faire… Les pesticides, c'est très mauvais. De toute façon. Donc, il faut essayer de manger au maximum bio. Voilà. Et c'était quoi la question? L'anxiété écologique, c'est ça? Dans votre dernière question? Oui. Non, c'est vrai, je suis
je suis un combattant depuis très longtemps. Et enfin, j'essaye à travers mes livres. Mais aujourd'hui, on pourrait très bien estimer que si on réduisait de 5% notre consommation d'énergie fossile, on arriverait à une Terre viable en l'an 2000. Donc, on peut le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Donc, c'est une anxiété en me disant, il y a une solution. Mais malheureusement, cette solution me paraît impossible dans le monde de la croissance dans lequel on vit. Voilà. Et puis, il y a des pays riches qui ont besoin de vivre mieux avec moins. Il y a des pays comme la Turquie qui ont besoin de croissance encore. Il y a des gens qui ont besoin de croître. Voilà, donc c'est vraiment un équilibre à trouver qui n'est pas facile à trouver. Voilà, et je pense que quand vous êtes en mode de survie, comme je pense que beaucoup de paysans sont en Turquie ou des gens qui n'ont pas beaucoup de travail, qui vivent difficilement, c'est difficile de leur parler de changement climatique. Par contre, dans mon pays, en France, on peut en parler et réfléchir sur notre façon de vivre. Voilà. Moi, j'ai une autre question. Quand est votre besoin de transmettre votre témoignage écologique? Comment? Quand est né votre besoin de transmettre votre témoignage écologique? Comment ça s'est commencé? Je pense que c'est quelque chose qui est dans chaque personne, vous savez, je pense que ce qu'on explique très bien dans le film Legacy, c'est que l'homme est une espèce extrêmement intelligente qui travaille en coopération, qui a toujours envie d'améliorer sa vie. Et je pense que c'est tout à fait naturel, quand vous vous rendez compte de quelque chose qui ne va pas, d'essayer d'en parler, d'essayer de convaincre. Voilà, et moi voilà, quand vous êtes journaliste, photographe, et que vous faites des émissions de télévision ou des films, vous êtes vu par des millions de personnes, dans tout ce que vous dites est important pour faire attention à ce qu'on dit. Et moi, j'ai pris conscience de ça voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui donne du sens à ma vie, qui me permet d'essayer, voilà, de dire, qu'est-ce qui est le plus important dans sa vie? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. C'est qu'est-ce que vous allez faire comme métier, quoi? Quel est le métier que vous allez faire? Est-ce que vous allez être heureux de ce que vous allez faire? Et moi, je suis pleinement heureux de ce que je fais. Maintenant, c'est pas toujours, c'est difficile, c'est compliqué parce que vous vous battez contre des forces qui sont bien plus fortes que vous. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, quoi. On n'a pas d'autre moyen que d'essayer. Voilà. Et quels sont vos projets futurs? Alors là, je vais répondre après, je vais y aller parce que j'ai un rendez-vous. Là, nous faisons un film sur la biodiversité en France. Nous avons demandé à beaucoup de gens qui filment les animaux en France de nous envoyer des images. Et on a reçu 400 heures d'images de renards, de blaireaux, d'oiseaux. Et on fait un film sur la vie en France qu'on ne connaît pas. Et je fais un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Migrants. Est-ce que vous avez vu ce film qui s'appelle Human? Vous avez vu ça ou pas? Oui. Ouais. Dans l'esprit de Human et de Woman, ça serait bien que vous puissiez projeter Woman à votre école. Je parle à la direction. Là. Oui, le Club He4She peut s'en charger. Ça serait bien. Ça serait très bien. Par l'Institut français, vous pouvez la voir, je pense. Si vous le demandez, c'est vraiment un film sur les femmes formidable. Et je pense qu'en Turquie, c'est un film important à montrer. Et puis surtout, nous travaillons en ce moment sur un film qui s'appelle Migrants, qui est un grand travail sur les migrations, sur la migration dans le monde. Et vous savez, moi qui vais beaucoup en Afrique, quand avec la pauvreté qu'il y a là-bas, quand vous vivez dans un pays où il n'y a pas de démocratie, pas de travail, pas d'éducation, pas de services de santé, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir dans ce pays riche que vous voyez sur votre téléphone aujourd'hui, parce qu'avec l'Internet, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. Il faudra s'y préparer. Et donc, on travaille sur un film sur les migrants. Les migrants, c'est vraiment la ronde infernale qui existe depuis le début de la planète, hein, où l'homme va chercher toujours un meilleur endroit pour vivre avec sa famille. Voilà, donc on fait un film comme ça. Je vais devoir vous quitter, je suis désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, merci. Voilà. Vous êtes une source d'inspiration pour nous. Merci beaucoup. Merci. On vous invite donc l'année prochaine à Istanbul, dans notre lycée. À Istanbul. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce que ça existe, le train Paris-Istanbul, ça existe ou pas? Le train? Oui. Oui. Bien, peut-être. Alors, je vous embrasse et je vous aime tous. Ça, c'est important de vous envoyer un petit message d'amour. À bientôt. À bientôt. Au revoir.